Bien, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là et d'avoir pris sur votre temps pour que nous puissions échanger ensemble. D'abord, évidemment, je remercie les militants qui nous ont permis de nous retrouver dans cette belle salle de surcroît. Et bien sûr, vous le comprendrez sans aucun doute, je veux remercier mon équipe, Albin, Myriam, que je ne vois plus, Sarah, qui travaille avec moi au quotidien et nous permettent là aussi de nous réunir ce soir. Je suis bien sûr particulièrement heureuse d'avoir proposé cette participation donc, à ce débat à Nicolas Dodd-Pouillard, qui est un chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient, qui est au Liban de surcroît. Donc on peut doublement, triplement, bien sûr, le remercier, parce que l'on sait que la situation au Liban aujourd'hui est particulièrement complexe. D'ailleurs, il y a une délégation de députés insoumis qui y est actuellement. Ensuite, bien sûr, je remercie Nadège, ma camarade députée, également vice-présidente de l'Assemblée nationale, ce qui est quelque chose qui, bien sûr, nous réchauffe le cœur, j'espère le sien un peu aussi. Elle est membre de la commission des affaires étrangères. Vous savez qu'elle est très active sur la question des relations internationales et de la justesse que l'on voudrait voir présider à ces relations internationales. Donc je remercie Nadège d'avoir bien voulu prendre sur son temps pour venir à Grenoble. Au vu du chaos dans lequel est plongé le monde, même si c'est sans doute difficile de dire quel est le moment où ça a été le plus compliqué pour l'humanité, au vu de cette actualité récente, nous avons voulu débattre ensemble des questions internationales. Donc, il va y avoir ces trois interventions successives. D'abord, autour des questions, vous vous en doutez, bien sûr, du Proche-Orient. Et je terminerai par une intervention autour de la question arménienne. Vous savez que les soirées de l'avenir en commun sont une façon pour moi de vous rendre compte de mon mandat. Donc on a bien sûr évoqué beaucoup de sujets plutôt en relation avec la commission des lois, qui est la commission dans laquelle je siège, par exemple autour des questions de surveillance généralisée, mais je suis également vice-présidente du groupe d'amitié France-Arménie, donc c'était aussi une façon de vous faire découvrir cet aspect de mon travail. Voilà. Et donc, si vous en êtes d'accord, nous allons commencer et donner la parole à Nicolas, si vous voulez bien, avec encore une fois tous mes remerciements. Et puis tout de même reconnaître, même si ce n'est pas mon truc, que parfois les technologies sont utiles, puisque vous allez pouvoir vous adresser à nous tout en étant à des milliers de kilomètres et dans cette situation si particulière. Voilà, je vous remercie beaucoup, monsieur, et c'est à vous. Merci beaucoup. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce Oui. que les conditions on va dire, de l'internet au Liban n'est jamais très efficace. Donc si ça coupe, n'hésitez pas à me le signaler. Je me présente très rapidement. Donc je suis Nicolas Papouillard, je suis chercheur en sciences politiques. J'ai beaucoup écrit, notamment sur l'histoire du mouvement national palestinien, pas seulement sur les Palestiniens du Liban, mais aussi sur l'histoire du mouvement national palestinien en général. J'ai écrit sur le Liban et je vis à Beyrouth depuis, on va dire, pratiquement 2006, où j'étais déjà à l'époque jeune, on va dire, pendant ce qu'on appelait à l'époque la guerre de 33 jours, que c'est donc la guerre de juillet 2006. Et donc, j'ai vécu cette guerre, j'ai vécu la guerre de 2024, qu'on appelle la guerre des 66 jours, puisque elle a été le double de celle de 2006. Et actuellement, nous vivons cette nouvelle phase de guerre depuis le 2 mars. Quand on dit non à la guerre, la première chose qu'implique cette question, c'est déjà de réfléchir les conditions de la guerre. C'est quoi la guerre aujourd'hui? Et dans quelle guerre nous sommes exactement? La guerre du Liban, actuellement ouverte le 2 mars, n'est pas une guerre déconnectée du contexte régional et n'est pas une guerre déconnectée, on va dire, de l'histoire récente. C'est une guerre qui s'inscrit on va dire, une séquence historique qui a été ouverte en réalité le 7 octobre 2023.
Dans cette séquence historique, qui est chaotique, qui est extrêmement violente, qui est extrêmement... Les Israéliens eux-mêmes, aujourd'hui, parlent d'une guerre sur 7 fronts. Quels sont ces 7 fronts? Lorsque Netanyahou dit nous menons une guerre sur 7 fronts, il parle du Liban, de Gaza, de la Cisjordanie, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen et de l'Iran. Donc ça fait exactement 7 fronts. Et si on regarde effectivement tous les endroits qu'ont pu frapper ces dernières années les Israéliens, soit ils ont frappé, soit il y a eu des interventions terrestres au sol, effectivement, il y a une guerre israélienne qui est menée sur 7 fronts. Deuxièmement, ce n'est pas qu'une guerre israélienne, c'est une guerre israélo-américaine, puisque de toute façon, même les bombes qui nous tombent sur la tête au Liban sont des bombes de fabrication américaine. Il y a un soutien militaire américain en Israël qui est clair. Il y a une coopération sécuritaire, il y a une coopération en termes d'information, et il y a une guerre commune. On l'a vu sur l'Iran. Sur l'Iran, lorsqu'il y a eu la guerre dans cette guerre qu'on appelle la guerre pour 12 jours qui était l'année dernière, c'était une guerre israélo-américaine, officiellement. Lorsque s'est ouvert effectivement le bombardement sur Téhéran avec l'assassinat du numéro un du régime iranien, l'Ayatollah Khamenei, il s'agissait directement d'une intervention israélo-américaine. Donc, ce qui se passe au Liban, je parle forcément plus du Liban parce que mais on a parfaitement conscience qu'ici, la question, ce n'est pas seulement Hezbollah ou pas Hezbollah. La question est celle d'une guerre régionale, effectivement, et d'une guerre régionale qui est une guerre israélo-américaine. Ça ne veut pas dire que les Israéliens et les Américains ont tout le temps les mêmes intérêts. Il peut y avoir des divergences tactiques, stratégiques entre eux à certains moments, mais il y a quand même une coopération politique, militaire, qui préexistait avant le 7 octobre, mais qui aujourd'hui, on va dire, a atteint un niveau absolument sans précédent. Dans cette guerre, il y a maintenant une autre spécificité, c'est la spécificité de la politique israélienne, on va dire, qui maintenant est sur le modèle de Gaza, qu'ils exportent d'une certaine manière au Liban, puisque ce que nous voyons au Liban, même si, bien sûr, à Gaza, je pense qu'en termes de proportion, en termes de nombre de morts et aussi de durée, puisque le bombardement sur Gaza requiert plus de 2 ans, mais le modèle qui est appliqué au Liban est le même, c'est-à-dire un modèle de destruction totale de tout l'écosystème, des villes, de toutes les infrastructures civiles, notamment au sud du Liban. Il y a aujourd'hui quelque chose au sud du Liban qu'on avait vu ni en 1978, ni en 1982, puisqu'il y a deux grandes invasions israéliennes en 1978 et en 1982. À l'époque, ils n'avaient pas, on va dire, fait sauter tous les villages du sud-Liban. Aujourd'hui, tous les villages de la bordure frontalière, et même un peu au-delà de la bordure frontalière, 10 km, si on avance au Liban, des villages aujourd'hui entiers ont été complètement rasés. Il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de bâtiments. Quel est l'objectif de tout cela? L'objectif israélien s'est révélé peu à peu. C'est un objectif qu'on a vu à Gaza, c'est un objectif qu'on a vu au Liban, et c'est un objectif qu'on voit aussi en Syrie. Pourquoi je cite la Syrie? Je vais vous expliquer. Les Israéliens sont passés d'une théorie, on va dire, ces dernières années, de la normalisation avec les États arabes, c'est-à-dire de pousser à une normalisation avec les États arabes. Cette théorie de la normalisation n'est plus la priorité pour eux. La priorité maintenant pour eux est d'obtenir de larges zones démilitarisées, ce qu'on appelle de buffer zone. C'est ce qu'ils ont fait à Gaza, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Liban, c'est ce qu'ils font également en Syrie. À Gaza, vous savez que les Israéliens établissent une vaste buffer zone qu'ils appellent la ligne jaune, où ils rentrent, on va dire bientôt, pratiquement 60% du territoire de Gaza est occupé, dépeuplé, avec une présence militaire israélienne servie par l'intelligence artificielle. Ils établissent une large zone vide, on va dire, pour protéger ce qu'ils estiment, eux, être leurs propres frontières. Donc, ils mangent sur les frontières des autres, là, en l'occurrence, celle de Gaza. Au Liban, s'applique exactement le même modèle. Et d'ailleurs, au Liban, les Israéliens, depuis maintenant plus d'un mois, appellent la zone qu'ils sont en train de créer, la nouvelle zone occupée aussi, ils ont dénommé ça également la ligne jaune, comme à Gaza. C'est-à-dire qu'ils ont pris exactement le même terme qu'à Gaza. Et l'on voit aujourd'hui une ligne israélienne d'un territoire occupé, avec des villages complètement détruits, avec un écosystème, une agriculture complètement ravagée, qui est estimé pour le moment à peu près 6% du territoire libanais, mais actuellement les Israéliens sont en train de pousser beaucoup plus loin en réalité. Ils sont en train de remonter vers d'autres villes
au nord. Ils sont dépassés ce qu'on appelle le fleuve Litani. Après le fleuve Litani, vous avez un autre fleuve qui s'appelle le fleuve Zaplani. Ils sont en train de repousser peu à peu cette fameuse ligne jaune et cette zone, on va dire, dépeuplée. En Syrie, après la chute de Bachar el-Assad, il y a un peu plus d'un an et demi, les Israéliens ont pénétré en Syrie, bien au-delà de ce qu'ils occupaient avant. Avant, ils occupaient, bon, c'est le plateau du Golan, mais là, ils ont pénétré en Syrie et ils ont commencé à démilitariser une large partie de la Syrie, sachant que dès la chute de Bachar el-Assad, les Israéliens ont aussi bombardé massivement ce qui restait de l'armée arabe syrienne. Donc, les Israéliens sont véritablement dans une théorie de la démilitarisation totale des territoires, des pays qui sont autour d'eux, au point que les Israéliens évoquent même auprès de l'État égyptien, alors qu'il y a un traité de paix entre l'Égypte et Israël, aujourd'hui, les Israéliens évoquent la possibilité de démilitariser le Sinaï. Le Sinaï est égyptien. Et il y a un traité de paix entre l'Égypte et Israël, et aujourd'hui, on va dire, l'hybris israélienne est tellement loin qu'il parle même de démilitariser le Sinaï. Il s'adresse aux Égyptiens en disant démilitarisons le Sinaï. Donc, ils sont dans une vaste théorie de la démilitarisation générale, de la buffer zone, c'est-à-dire la zone tampon, de repousser les populations au-delà de ces fameuses lignes jaunes qui sont en train de créer, et finalement, effectivement, dans une politique qui est explicitement expansionniste. Euh, à ce point, je pense qu'il y a très peu de comparaisons dans l'histoire contemporaine de l'État d'Israël, créé en 1948. Le point de comparaison qu'on a, il y a eu les grandes invasions, bien sûr, de 67, il y a eu la guerre de 73, etc. Mais le point de comparaison qu'on a aujourd'hui au Liban, on parle du Nakba chiite. Pourquoi est-ce qu'on parle du Nakba chiite? C'est en référence naturellement à la Nakba palestinienne de 1948. Et on dit chiite parce qu'effectivement, la majeure partie de la population du Sud-Liban est une population de confession chiite, et que cette population vit aujourd'hui un phénomène d'exil, de dépeuplement. Ce sont des réfugiés, ce sont des déplacés, et à ce point, il y a aujourd'hui 1,2 million de déplacés du Sud-Liban. C'est un chiffre absolument sur une population de 4 à 5 millions d'habitants au Liban. C'est un chiffre absolument faramineux. Et il y a aujourd'hui, même en cas d'accord et même en cas de cessez-le-feu, il n'y a pour cette population chiite libanaise aujourd'hui du Sud-Liban aucun espoir de retourner chez eux, on va dire, dans les 5 à 10 prochaines années. Parce que même s'il y a un cessez-le-feu, même s'il y a un accord quelconque entre l'État libanais et Israël, même s'il y a un accord quelconque entre le Hezbollah et d'autres acteurs régionaux, les gens, concrètement, ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que, un, il y a cette ligne jaune, et que même si cette ligne jaune disparaissait, les villages sont entièrement rasés. Il n'y a plus de villages, il n'y a plus de bourgs, il n'y a plus de petites villes au Sud-Liban. Elles ont été intégralement rasées. Le Sud-Liban vit beaucoup de l'agriculture. L'agriculture est ravagée par tout ce que les avions israéliens ont pu lancer comme missiles, qui a des conséquences sur l'eau, sur l'agriculture, sur absolument tout. C'est-à-dire que même dans un scénario positif où on arriverait à un arrêt des hostilités dans les prochains jours et les prochaines semaines, la probabilité que la population du Sud-Liban puisse revenir sur ces terres, c'est une probabilité qui est très basse. Ce qui nous amène à un dernier point, très capital et très important. Je pense que dans cette stratégie israélienne, il y a aussi une stratégie de diviser la population libanaise. Diviser la population libanaise comment? Aujourd'hui, on a 1,2 million de réfugiés chiites qui sont grosso modo dans des terres, on va dire plutôt chrétiennes, qui sont dans des terres sunnites, qui ne sont pas donc dans des régions chiites. Et forcément, il y a au Liban, de par l'expérience de la guerre civile, on le sait, des risques d'affrontements communautaires qui sont réels. On ne parle pas encore au Liban de risques de guerre civile dans les semaines et les mois qui vont venir. On ne parle pas de guerre civile parce qu'on sait que face à Hezbollah, qui est un parti, on va dire, très organisé, très structuré, très armé, il y a très peu d'acteurs en face de lui, en tout cas d'acteurs libanais qui voudraient l'affronter. Mais la probabilité qu'il y ait des affrontements intercommunautaires est probable. Je dirais même humaine. Hein. Le problème, c'est qu'actuellement au Liban, il y a un véritable problème
de surpopulation dans des endroits qui sont dépourvus d'eau, où il y a une crise d'électricité, etc. Donc les gens aussi se battent pour le partage des richesses, enfin des richesses entre guillemets, c'est-à-dire le partage des biens de base, quoi, de tout ce qui fait les biens communs. Dans un pays qui a été ravagé par une crise économique ouverte en 2019, aujourd'hui sont dans des quartiers pauvres où il y a d'autres pauvres et où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien. Donc on est dans une situation qui est très très inquiétante. Et là aussi, même s'il y a un accord de cessez-le-feu, et même s'il y a un accord régional pour un prêt des hostilités à l'échelle régionale, les choses sont, je dirais, extrêmement inquiétantes pour les mois et les semaines à venir. Elles sont enfin inquiétantes, les événements actuels sont enfin inquiétants parce qu'on ne voit pas non plus de changement fondamental possible à la tête de l'État israélien et je dirais même dans la société israélienne. Pourquoi je dis ça? D'abord, Netanyahou est une véritable bête politique. Les élections israéliennes vont se tenir en septembre ou octobre et il n'est pas impossible qu'il les gagne. C'est quelqu'un qui sait créer des coalitions larges, il en a l'habitude. Et même dans l'hypothèse où il perd les élections, les choses ne changeront pas par rapport au Liban. Et les choses ne changeront pas par rapport à la Syrie. Et les choses ne changeront absolument pas par rapport à Gaza. Parce que la majeure partie de l'opposition à Netanyahou a un accord de principe avec Netanyahou sur la politique à mener au Liban, sur la politique à mener à Gaza et sur la politique à mener dans la région. Si on prend des personnalités politiques israéliennes comme Naftali Bennett, Eisenkot, Lapid, tous sont sur la même ligne que Netanyahou concernant la création de buffer zones, le maintien de la ligne jaune, le déplacement des populations, etc. Il y a aujourd'hui un consensus nationaliste extrémiste en Israël qui est extrêmement, extrêmement fort. Et je pense que des fois, on va dire certaines diplomaties, mais aussi certains médias et certains analystes se trompent en pensant que la solution n'est que dans le départ de Netanyahou, ou que le problème ne serait que Netanyahou. Le problème n'est pas que Netanyahou, le problème est que depuis le 7 octobre, il y a un consensus nationaliste très violent en Israël, une droitisation de la société, pas seulement une droitisation des élites politiques, une véritable droitisation de la société qui existe aussi dans l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une composante religieuse et idéologique dans l'armée israélienne qui n'existait pas, on va dire, il y a 30 ou 40 ans. Donc tout ça n'encourage pas forcément au pessimisme, hein, à l'optimisme, pardon. Je suis personnellement plutôt pessimiste. Il y a dans les heures actuelles, si vous suivez un peu les nouvelles maintenant, effectivement, un accord avec l'Iran qui se dégage. Je pense que du point de vue de la région, on voit ces accords comme juste des moments pour souffler un peu. Quand je dis souffler, c'est souffler quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, on l'espère. Mais on sait que ce sont des accords très précaires et on sait que ce qui est structurel, on va dire pour une longue période, c'est effectivement une logique de guerre, une logique, on va dire également, de ce que j'appelle un impérialisme à l'état nu, tout simplement. L'impérialisme américain aujourd'hui est un impérialisme à l'état nu. On savait que c'était un grand État impérialiste. Il était sous Biden, il était sous Obama, il était sous Kennedy, il a toujours été. La spécificité de l'administration Trump, c'est d'avoir rendu cet impérialisme à l'état nu. C'est-à-dire c'est un impérialisme qui ne se sert plus des vieux concepts du soft power, c'est-à-dire de la force douce, etc. C'est un impérialisme extrêmement violent qui dit qu'il est violent, qui dit qu'il est capable d'être violent. Donc ça mérite, je dirais, de clarifier les choses en un sens, hein. Mais cette administration Trump est encore là pour 2 ans, sachant qu'il n'est pas impossible qu'il gagne les prochaines élections. Donc, l'accord qui pourrait être signé dans les prochaines heures ne doit pas amener à un optimisme exagéré. Il faut retenir que cette période extrêmement compliquée est une période effectivement marquée par un impérialisme à l'état nu, par une politique israélienne particulièrement expansionniste, qui n'est pas que celle de Netanyahou, qui est celle partagée par une large partie de la classe politique israélienne et de la société israélienne. Je ne pense pas que tout ce que j'ai dit vous aide beaucoup euh, à réfléchir à comment établir les conditions d'une paix juste, etc., dans la région. Mais voilà, pour penser une politique internationale alternative, il faut déjà avoir bien conscience de c'est quoi la réalité de la guerre aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps, ou combien de temps il me reste, mais
J'ai pas entendu. Encore 5 minutes, mais. Donc j'ai fait très rapide, c'est bien, concis. Je peux développer juste en conclusion plus on va dire en panorama de la situation au Liban ou peut-être on va dire plus en complément. J'ai parlé des possibilités de division confessionnelle dans la société libanaise qui existent, de par le déplacement massif de 1,2 million de personnes qui se répartissent sur l'ensemble du territoire. Il y a une autre tentative de division réalisée par les Israéliens et par les Américains, puisque la pression des Américains sur la présidence de la République libanaise, sur le gouvernement libanais, sur toutes les institutions libanaises est absolument énorme. Il y a une tentative assez dangereuse, je dirais, de diviser l'armée. L'armée libanaise n'est historiquement pas une armée très forte. C'est une armée sous-armée, mais c'est, on va dire, la seule institution publique à peu près qui fonctionne. Et c'est la seule institution publique au Liban qui fait plus ou moins consensus dans la population libanaise. Les Américains et les Israéliens actuellement essayent d'amener progressivement l'armée libanaise ou une partie de l'armée libanaise à une confrontation avec le Hezbollah. C'est quelque chose de très clair, c'est quelque chose qui est parfaitement évoqué par les Israéliens et par les Américains. Et c'est grosso modo un message en disant à l'armée libanaise démanteler, éventuellement et si possible par la force, le Hezbollah. Pour le moment, l'armée libanaise résiste à cela, parce que l'armée libanaise a conscience des équilibres internes. Elle a conscience que le Hezbollah est un parti populaire. Avant d'être un parti armé, c'est un parti populaire. C'est probablement la première organisation politique au Liban, avec ses services sociaux, ses hôpitaux, ses militants, ses associations de femmes, ses journaux, sa télévision. C'est une véritable. Souvent, la comparaison qu'on donne avec le Hezbollah en termes de poids dans la société, c'est le PCM dans les années 60. On dit que c'est une espèce de contre-société qui n'est pas seulement un parti politique, mais avec une vraie institution. Le Hezbollah au Liban, c'est des municipalités, c'est toute une société et une société qui fait corps et qui fait d'autant plus fort qu'il y a la guerre. Et l'armée libanaise est parfaitement consciente qu'un désarmement violent de Hezbollah pourrait conduire à une logique de guerre civile dont les Israéliens se contrefichent complètement, puisque les Israéliens considèrent que si l'armée libanaise s'affronte au Hezbollah et qu'il y a une guerre civile, tant mieux, ça divisera encore plus le pays. Donc on est un peu aussi dans ce risque actuellement de cercle vicieux au Liban, de tentatives américaines et israéliennes de diviser de plus en plus la société, de diviser l'armée face à un acteur politique populaire, et éventuellement, on pourrait dire même de diviser l'armée elle-même, puisqu'il faut retenir que dans l'armée libanaise, elle est le miroir aussi de la société libanaise. Dans l'armée libanaise, il y a beaucoup de chiites, parce qu'on est un parti chiite. Les membres de l'armée libanaise chiites ne sont pas membres de Hezbollah, mais ils appartiennent, c'est des familles, je veux dire, en même temps. Ils n'iront pas affronter non plus des gens qui sont leurs cousins, leur père, leur fils, etc. Donc il y a aussi un risque de division d'armée. C'est quelque chose aujourd'hui qui est évoqué au Liban. Et je ne veux pas jouer les Cassandres, etc. Mais l'ambiance et les propos peuvent ressembler un peu à ce qu'on voyait dans la presse en 1973 ou 1974, c'est-à-dire à l'appel de la guerre civile libanaise. Il ne faut pas non plus, je ne pense pas qu'actuellement on peut entrer dans une guerre civile maintenant, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de rapport de force à sa Hezbollah, qui reste de fait l'organisme sécuritaire et militaire le plus structuré. Mais avec le temps, des logiques de guerre civile ou de décomposition durable de la cité au Liban existent. Il ne faut pas mésestimer ce facteur. Voilà, je vous remercie. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Et d'abord, je voudrais remercier mon équipe d'Elisa qui a organisé tout ça, Elisa pour l'invitation. Et je voudrais aussi saluer l'intervention que vous avez entendue. Moi qui suis membre de la Commission des Affaires étrangères, je ne vous cache pas qu'on a rarement des interventions de ce niveau. D'abord, la connaissance du terrain, la connaissance des dynamiques historiques et politiques, et surtout le fait dans l'analyse qui nous a été délivrée ce soir de poser des termes très concrets sur les rapports de force au niveau régional, mais aussi au niveau international. Donc d'abord, franchement, je voudrais vous remercier. Moi, je vais
conserver vraiment précieusement les propos qui ont été tenus, parce que nous qui sommes régulièrement invités sur des plateaux télé, nous avons rarement l'occasion de développer des choses comme ça, c'est-à-dire de expliquer par exemple concrètement ce qu'est le Hezbollah. Ici, en France, on a une espèce de caricature, ce serait qu'une armée, c'est-à-dire la structuration de la société libanaise est très peu connue, ce qui fait que les analyses qu'on peut voir sur les plateaux télé sont quand même assez lacunaires. Donc moi, comme Elisa l'a dit, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères, vice-présidente en charge des groupes d'amitié, des groupes d'études à vocation internationale, donc, et puis au sein du mouvement La France Insoumise. Je suis aussi, avec Arnaud Le Gall ou Sophia Chikirou ou Aurélien Taché, en charge des questions internationales. Donc moi, je vais essayer de vous faire... Alors, ça ne sera pas aussi brillant que ce que vous avez eu précédemment, ce ne sera peut-être pas aussi synthétique, mais moi, je voudrais, pour répondre à la question comment faire respecter le droit international, peut-être répondre en 3 points. D'abord, expliquer comment et pourquoi nous vivons dans un monde de violence suprémaciste et pourquoi on utilise aujourd'hui ce concept, parce que pour nous, le suprémacisme, c'est l'alliance de l'impérialisme, du racisme et de la violence, véritablement, c'est-à-dire vraiment le rapport de force à l'état brut, la loi du plus fort. C'est vraiment ce qui aujourd'hui domine les relations internationales et sur l'ensemble des continents, puisqu'on a quand même également, n'oublions pas, sur notre continent la guerre en Ukraine. Il y a sur le continent africain une guerre interne au Soudan qui répond aussi à des dynamiques impérialistes suprémacistes. Et puis évidemment, le Liban, la Palestine, l'Iran, ça répond aussi à ces logiques-là. Je voudrais aussi évoquer un point qu'on évoque de moins en moins souvent, puisqu'on a le sentiment qu'on s'habitue à cette violence généralisée. D'ailleurs, il se trouve qu'aujourd'hui, en 2026, on est dans une situation où il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. Depuis 1945. Donc, moi, je voulais aborder la question de la militarisation du monde et du fait que pour agir pour la paix et pour le respect du droit international, il y a aussi un peu, je trouve, dans le débat public, cette impensée. On a connu une période dans les années 70-80, au moment de la guerre froide, où il y avait vraiment des conférences, des relations diplomatiques qui se faisait autour de la régulation de l'armement. Ça a vraiment disparu. Je pense que c'est un point important, je pense, à aborder. Et puis, je voudrais conclure en disant que, finalement, faire respecter le droit international, et là, je reprends ma casquette un peu de militante politique, ça consiste aussi, à nos yeux, à décoloniser les relations internationales, les rapports entre États et les institutions. Donc d'abord, un monde où se joue la loi du plus fort. Évidemment, je rappelle que nous, à la France Insoumise, on le dit souvent, nous sommes pour une diplomatie internationaliste, c'est-à-dire une volonté de traiter les États d'égal à égal, et tous les États, c'est-à-dire que l'Occident, qui se vit comme une citadelle à la fois assiégée et prééminente dans le dialogue entre les nations, eh bien, ne soit pas forcément au cœur de tout. Ça, ce sont nos principes. Et puis... évidemment, la lutte contre la violence. Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, nous, en tout cas, en tant que mouvement La France Insoumise, on a été classés parmi les formations politiques soutenant l'antisémitisme qui serait le soubassement de ce qui s'est passé le 7 octobre. Or, nous disons, nous, qu'il se passait des choses avant le 7 octobre, et ces choses, c'est la colonisation. Et la difficulté qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec la preuve par la Palestine, c'est que l'Occident aujourd'hui, c'est un monde qui à la fois allie l'ultralibéralisme, qui lui-même est violent économiquement et socialement, et puis la violence coloniale. La violence coloniale, les rapports coloniaux régissent cette région du monde depuis les accords de Sykes-Picot, depuis les années 20, depuis qu'on a décolonisé, entre guillemets, en tout cas, la fin des protectorats français, et puis la création de l'État d'Israël. Donc redisons, nous on redit tout le temps notre solidarité avec ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Soudan, je viens d'en parler, j'en reparlerai tout à l'heure, et également ce qui se passe à l'est de la RDC. Parce que lorsqu'on dit que on est dans un monde de violence généralisée, c'est aussi un monde de violence généralisée
Parce qu'on reste quand même aussi dans des guerres traditionnelles, entre guillemets, de prédation. L'Est de la RDC en est un exemple concret, ainsi que le Soudan, puisque des guerres, des nettoyages ethniques, parfois, sous prétexte de contrôler de larges zones qui peuvent produire des richesses. Évidemment, il y a aussi la question de Cuba, qui vit sous blocus depuis des décennies. Alors certes, la France vote systématiquement à l'ONU pour la levée du blocus, mais tant que les États-Unis mèneront la danse, eh bien, on sera dans cette difficulté. De la même manière, l'agression russe en Ukraine est une agression, d'une certaine forme, aussi impérialiste, avec les soubresauts, la continuité de la redéfinition des frontières à l'est de l'Europe qui date, alors je ne vais pas remonter jusqu'au 19e siècle sur la formation des États à l'est de l'Europe, mais on peut même le redire et rappeler aux Européens qui semblent penser que finalement les conflits sur le continent africain sont très spécifiques et sont des guerres ethniques, mais il faut rappeler que la plupart des pays d'Europe de l'Est ont été créés, fondés sur la base de nettoyage ethnique. C'est ça la réalité, la disparition de la Prusse, la création de la Pologne, le démantèlement de l'Autriche-Hongrie, c'est le nettoyage ethnique a présidé la création d'États européens. Et finalement, ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est aussi la continuité de ça. Et on a en plus, avec cette situation de suprémacisme, de colonialisme, on a également ce qu'Amnesty International a qualifié de dirigeants prédateurs. On a aujourd'hui une internationale de dirigeants prédateurs réactionnaires. Le point commun de tous ces dirigeants de grandes nations qui comptent sur les différents continents et sous-continents, c'est que ce sont des réactionnaires. On voit par exemple, on peut parler de l'Inde. On ne parle pas beaucoup de ce qui se passe sur le sous-continent indien, mais on a à la tête de l'Inde un gouvernement islamophobe, violent, et qui est un allié, comme par hasard, des États-Unis, et qui également met en place des politiques publiques, des politiques économiques qui s'inscrivent totalement dans l'ultralibéralisme international. Donc on a une alliance de l'impérialisme, du racisme, et ça joue sur l'ordre international avec en plus des dirigeants qui assument, comme ça a été dit là précédemment, qui assument cette violence. C'est-à-dire que lorsque l'orateur précédent a parlé d'impérialisme nu, c'est la même chose pour Poutine, c'est la même chose pour Modi, et c'est totalement, et c'est la même chose évidemment pour Netanyahou, c'est totalement assumé, ce qui n'était pas avant. Effectivement, on avait des prétextes de regime change, c'est-à-dire apporter la démocratie, la liberté, c'est ce qu'on a eu après la guerre froide. Eh bien aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit. Et il y a un point commun avec tous ces dirigeants suprémacistes, c'est l'atlantisme. C'est l'atlantisme et l'alignement à l'égard des États-Unis qui, après la guerre froide, très concrètement, il y a eu cet ouvrage de Samuel Huntington le choc des civilisations. On est dans une lecture huntingtonienne des relations internationales, et c'est l'alignement sur les États-Unis ou la mort, ou rien. Et on a aujourd'hui en France un gouvernement, une diplomatie qui se situe totalement là-dedans et qui finalement ne rend pas honneur au rang qui est le sien, en principe, en tant que membre du Conseil permanent de sécurité. Alors, évidemment, je ne vais pas idéaliser l'ONU, parce que l'ONU, c'est quand même... on a quand même figé avec l'ONU la règle du vainqueur, la loi du plus fort, déjà immédiatement. Et c'est quand même sur la base d'une résolution de l'ONU qu'a été créé l'État d'Israël, et qui, cette création, on peut le dire, est à rebours de la tendance qui devait... présider la suite de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est une création coloniale, alors que le monde rentrait dans des mouvements de décolonisation, puisque des mouvements de décolonisation avaient lieu dans le monde arabe, dans le monde africain, dans le monde asiatique. Et à rebours, il y a eu cette création de l'État d'Israël qui a été finalement une extension de l'Occident, de l'Europe, au Moyen-Orient. Donc voilà en fait dans quelle situation on est. Donc des intérêts économiques qui ne se cachent plus, une violence qui ne se cache plus, des menaces qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années, puisque je rappelle que Donald Trump a même menacé
un pays membre de l'Union européenne, le Danemark, d'annexion du Groenland. On en connaît, il n'y a en réalité aucune raison de politique internationale, si ce n'est, là aussi, la question de la prédation et un Donald Trump qui a réalisé qu'il pouvait se le permettre, puisque l'Europe de la défense, l'Europe diplomatique n'existe pas, puisque chacun défend ses propres intérêts. Il n'y a que les BA qui pensent que l'Allemagne, par exemple, ne défend pas ses propres intérêts, puisque l'Allemagne, en plus, est aussi dans une logique de remilitarisation. Donc voilà un peu dans quelle situation on se trouve, jusqu'au point où Donald Trump, et Netanyahou, parce qu'en fait, maintenant, c'est pareil. Parler de guerre israélo-américaine, c'est pas des lexiques qu'on a, nous, dans les instances de l'Assemblée nationale. Jusqu'au point où on a parlé de l'hubris de Netanyahou, il y a aussi l'hubris de Donald Trump, qui a cru qu'il pouvait faire avec l'Iran ce qui avait été fait en 2003 avec l'intervention en Irak, avec une double impasse. Puisque, alors, après, la difficulté avec l'Iran, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations très directes et très complètes. Mais avec un régime qui a massacré sa population, mais dont l'intervention extérieure américaine peut même ressouder, en tout cas à l'intérieur, sur la nécessité de se défendre. La difficulté aujourd'hui pour, je pense, ces dirigeants et pour le gouvernement qu'on a actuellement, c'est que depuis le génocide en Palestine, il y a un intérêt pour les peuples dans le monde, en France, sur les questions internationales. Et il y a quand même une forme d'acculturation à ces sujets. Et donc, le blocage du détroit d'Ormuz, on en voit les conséquences. Bon, alors on voit très concrètement sur les prix du carburant, mais pas que. Et on a aujourd'hui des peuples dans nos pays qui savent un petit peu maintenant ce que c'est que le droit international. C'est malheureusement le revers de la médaille de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Palestine, parce que le génocide et la colonisation continuent. Et puis il y a la guerre au Liban. Mais nous avons aujourd'hui dans le monde, et notamment dans la jeunesse, une population qui, maintenant, sait ce que signifie le droit international et pas seulement le droit international humanitaire. Nous avons aujourd'hui, dans la jeunesse, avec toutes les mobilisations qu'on a pu faire contre le génocide en Palestine, des gens qui savent que la lutte armée est légitime en situation de colonisation. Puisque ça, c'est aussi une intoxication à laquelle on avait eu droit pendant des années et des années. Je vais passer sur les conséquences des guerres impérialistes, mais elles sont très concrètes. Pas seulement sur, par exemple, ce que je viens d'expliquer sur notre pouvoir d'achat, concrètement, mais ça serait assez égoïste d'en parler. Mais là, aujourd'hui, la Banque mondiale nous explique que l'insécurité alimentaire a fait un bond de 20% entre février et aujourd'hui. L'insécurité alimentaire, bon, l'extrême, c'est la famine, mais l'impossibilité de se nourrir correctement, de la malnutrition, et les guerres, il faut savoir que c'est aussi un désastre écologique et agricole. Donc l'impossibilité aussi très concrètement de se nourrir. Donc ça c'est la partie qui concerne ce monde de violence suprémaciste. Mais ce monde de violence suprémaciste, il peut être aussi mis en échec. Donc ça, je ne vais pas développer sur la question de l'Iran, mais l'Iran, vous êtes un peu jeune pour certains, mais l'Iran, c'est un pays il y a eu la guerre Iran-Irak, tout le monde était contre l'Iran. C'est pas un petit pays qu'on va mater comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi, d'une certaine manière, sans avoir besoin de connaître totalement la culture iranienne, la civilisation iranienne, ça aussi, c'est l'hubris occidental. C'est de penser qu'un certain nombre de pays, parce qu'ils sont en difficulté en termes réputationnels, parce que du point de vue moral, le massacre de l'Iran sur sa population, c'est évidemment inacceptable. Mais l'Iran, c'est une nation qui a tenu jusque-là, et Donald Trump ne peut pas non plus ignorer qu'il y a aussi une puissance de cohésion nationale qu'il crée à travers ces agressions. Je ne vais pas revenir sur le Liban, ça a été dit vraiment avec brio sur le fait que la question du Hezbollah est évidemment un prétexte pour mettre en place la stratégie israélienne, une stratégie expansionniste, suprémaciste de Grand Israël. Mais moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas penser que ça va être du one-shot. J'ai le sentiment que c'est
une stratégie à long terme et que c'est une manière aujourd'hui de refonder les relations internationales en dépit du nombre de morts qui est faramineux. En fait, la mortalité due au conflit dans le monde aujourd'hui atteint des niveaux gravissimes. En fait, bon, alors je vais prendre le Soudan, j'ai parlé du Soudan tout à l'heure, mais là, en fait, ce qui se passe en termes de déplacés, c'est une déstabilisation dont on a du mal encore aujourd'hui à calculer les conséquences. Le précédent orateur en a parlé. Des déstructurations de sociétés comme on peut le craindre au Liban, c'est le bilan de cette société suprémaciste. Et donc, dans le long terme, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit mettre sur la table. C'est la question des armes, des ventes d'armes. Quelle nation, quel pays a une armée, quel pays en a pas, quelle politique on a avec les proxys, les soutiens, les relais de telle ou telle nation impérialiste et agressive. Et ça, c'est un sujet qui est complètement aujourd'hui mis de côté. Or, pour faire respecter le droit international, il faut évidemment limiter la prolifération des armes dans le monde. Selon Amnesty International, l'Allemagne, qui est normalement, il n'a pas le droit d'avoir une armée de métier comme nous en France, l'Allemagne a livré pour 485 millions d'euros d'armes à Israël entre le 7 octobre et le 13 mai 2025. Donc, 485 millions d'euros. Et ça, c'est pour ce qu'on sait de manière très directe, parce que vous savez que le problème des ventes d'armes, c'est que ça tombe souvent sous le sceau du secret de défense. Donc, le commerce de l'armement est florissant, en fait, aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui devrait être mis sur la table au moment des élections présidentielles, parce qu'il y a aussi cette idée qu'un certain nombre de technologies militaires sont aujourd'hui testés sur les Palestiniens. C'est-à-dire que les ventes d'armes, c'est évidemment du business, mais c'est aussi, d'une certaine manière, et c'est vraiment, le cynisme est là, c'est quasiment de la recherche-développement en direct sur des cobayes humains. C'est ça aujourd'hui, les débats aussi qu'il y a un peu dans le milieu de la défense. Et je voudrais illustrer cette question par celle du Soudan. Donc, depuis avril 2023, il y a une guerre pour les ressources entre deux militaires, deux chefs de guerre qui avaient renversé le gouvernement. C'est une guerre alimentée par les trafics d'armes. C'est une guerre interne au sein de laquelle Amnesty International a dit qu'il avait retrouvé des armes françaises qui ont été vendues aux Émirats arabes unis. Le Soudan, c'est au moins 150 000 morts, au moins, parce que le drame, c'est que on a même du mal à chiffrer le nombre de victimes. Ce qui s'est passé à El Fasher en octobre 2025, pour l'instant, on ne sait pas le chiffrer, puisqu'il y a eu un siège et puis un nettoyage des preuves des massacres. Le Soudan, c'est le pays où on ne sait pas dénombrer le nombre de morts. Des milliers de femmes et de filles qui ont subi des viols, qui est utilisé évidemment comme arme de guerre. La France et l'Union européenne font la sourde oreille, en tout cas ont très longtemps fait la sourde oreille, si ce n'est sur le volet humanitaire. Et alors, là-dessus, il y a encore des choses à dire, puisque la mobilisation des fonds qu'on annonce, on a du mal à voir. Les ONG ne sont pas libres de déplacement. Et puis, la société civile sur place, écoutez, c'est pas elle à qui est destinée l'aide. Donc, on a cette situation au Soudan, c'est vraiment le cas où le questionnement sur les ventes d'armes des pays occidentaux a du mal à avancer. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup à l'Assemblée nationale. Je vous invite à regarder un peu ce que j'ai fait avec d'autres collègues. Mais lorsqu'on questionne le gouvernement français sur la destination finale des ventes d'armes, parce que on a des contrats d'armement, c'est une chose, mais normalement, il y a la question de la destination finale des ventes d'armes. Et là, on n'a pas du tout de réponse. Pourquoi ? Parce que les Émirats arabes unis sont un bon client en termes de ventes d'armes pour la France. En 2024, lors de la deuxième année de la guerre au Soudan, ils ont acheté pour 718 millions d'euros d'armes à la France. Voilà le montant le bilan en fait de cette militarisation du monde qui est très très peu contrôlée, je le dis. Donc ça, c'est au niveau des relations bilatérales, commerciales bilatérales, si j'ai envie de dire. Mais en plus, nous n'avons plus ces grandes conférences internationales autour de la lutte contre la prolifération nucléaire, mais aussi
la lutte contre, pour le désarmement généralisé. Donc nous, ce qu'on fait, je vais pas le... Elisa illustrera par rapport à ce qu'elle fait par rapport à l'Arménie, mais bon, d'abord, on est très clair sur les principes, et notamment très clair sur les principes, pas de deux poids mesures, parce que le suprémacisme, c'est aussi le deux poids mesures. Il y a ceux qu'on se permet de massacrer, et puis les autres. Il y a les condamnations qu'on fait, et puis celles qu'on tait. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui revient très souvent par rapport au reproche qui est fait à la France insoumise et à notre gauche, d'une certaine manière, d'être en soutien à la Palestine. C'est « Et alors, qu'est-ce que vous dites sur le Soudan ? Et alors sur l'Ukraine ?» C'est le whataboutisme, voilà, très concrètement. La différence, c'est que sur la Syrie, par exemple, la différence, c'est que ce soit en Syrie, c'est que ce soit en Ukraine, que ce soit au Soudan, personne dans le monde ne soutient les régimes ou les milices qui massacrent. La différence avec la Palestine, c'est qu'on a un État qui commet un génocide et qui est soutenu. Et donc, évidemment, là, il y a un sujet. Sur les autres, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de sujet d'indignation supplémentaire. Mais là, on est réellement sur un deux poids, deux mesures, et y compris, par exemple, parce que, là, je parlais tout à l'heure de la RDC, c'est un conflit qui n'est pas de même nature, mais pareil, personne ne soutient les milices M23 qui vont tuer à l'est de la RDC. En revanche, Israël est soutenu massivement et les condamnations sont évidemment très légères. Lorsqu'on pose la question, parce que ça c'est aussi notre action sur la fin de l'accord commercial entre Israël et l'Union européenne, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse de soutien de ça de la part des autorités françaises. Donc moi, pour conclure, je dirais qu'il y a un enjeu fondamental à décoloniser les relations internationales. Ça passe par la fin de l'atlantisme béat qui régit les relations internationales entre les pays européens et le reste du monde, finalement, c'est-à-dire cet alignement sur les États-Unis. On a pourtant un Donald Trump qui devrait pousser, finalement, à sortir de cet alignement avec les États-Unis, puisque, comme ça a été dit précédemment, Donald Trump, c'est l'atlantisme pur et dur, sans complexe, sans filet. C'est finalement c'est exposer la brutalité de ce qu'est l'atlantisme et qui n'a pas changé, puisque finalement les présidents américains passent, la politique extérieure américaine est toujours la même. Et nous, on dit d'autant plus que finalement, on peut avoir des alliés là-dessus. Je vais évidemment parler de l'Espagne. Et pourquoi parler de l'Espagne avec l'action de Pedro Sanchez? Parce que l'Espagne, à la base, c'est quand même un pays très, très, très atlantiste. C'est-à-dire, lorsque, en 1975, la dictature de Franco a été terminée, l'Espagne, c'est vraiment, et notamment à l'époque, le PSOE, là, le Parti socialiste espagnol, c'est un parti atlantiste par excellence. On arrive aujourd'hui avec un Premier ministre espagnol qui prend ses responsabilités. Et il y a d'autres pays européens qui sont dans le même état d'esprit. Évidemment, très rapidement, quid de l'ONU? Tout à l'heure, au début d'intervention, je disais que l'ONU, c'était quand même la traduction à un moment T des rapports de force au niveau international. Donc, évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même encore le seul outil, le moins pire outil à nos dispositions, avec des opérations de maintien de la paix possibles, et avec des résolutions sur lesquelles on peut se baser. Mais pour ça aussi, pour que l'ONU soit un outil au service de la paix et du respect du droit international, encore faut-il que réformer peut-être le Conseil de sécurité. Voilà. Et puis la question du droit de veto. La question du droit de veto, je pense que ça va être aussi un enjeu de l'élection présidentielle, dans le débat, parce que l'élection présidentielle, c'est le seul moment où il y a des vrais débats sur les questions internationales. Et aujourd'hui, plus que jamais, elles ont un impact vraiment crucial sur nos vies au quotidien. Bon, je pourrais vous parler aussi du réinvestissement de l'espace de la francophonie, évidemment, par la base, pas par les chefs d'État, parce que si on passe des chefs d'État de pays francophones, on n'en sort pas. Mais en tout cas, des initiatives universitaires, académiques, de société civile, ça c'est important pour décoloniser les relations internationales. Et j'aimerais aussi terminer par d'autres espaces multilatéraux.
Par exemple, oui, de l'Organisation de l'Unité africaine, et encore pas forcément les États francophones. Il y a aussi la question des BRICS. Et je vous invite à suivre ça avec attention, hein, parce que les BRICS, c'est pas seulement une organisation politique, c'est une organisation qui va s'organiser du point de vue commercial et qui va sortir du dollar. Quand on sort du dollar, les chantages commerciaux et économiques vont peut-être disparaître et faire en sorte que voilà, il y a d'autres éléments de rapport de force au niveau international. Donc pour faire respecter le droit international, lutter de manière coordonnée avec les pays et les forces politiques contre ces chefs d'État prédateurs et cette idéologie suprémaciste, démilitariser le monde et décoloniser les relations internationales. Voilà. Alors, tout d'abord, je dois excuser Nicolas. Vous imaginez bien, hein, il était branché du Liban et bon, bien sûr, c'est pas forcément si simple que ça pour lui que de rester connecté avec nous tout au long de nos échanges. Je vous l'ai dit, je vais aborder la question de l'Arménie et plus précisément la question du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est une région autonome qui s'est prononcée comme telle, comme république, en 1988, et qui est une enclave arménienne à côté de l'Arménie, au sein de l'Azerbaïdjan, et qui est reliée à l'Arménie elle-même par un couloir qui s'appelle le couloir de Latchine, et dont on va... Il m'a paru important d'aborder ce sujet parce qu'au fond, la situation aujourd'hui du Haut-Karabakh et de l'Arménie est la conséquence tout à fait directe de la non-application et du non-respect du droit international, qui a amené 110 000 personnes à un déplacement forcé et à une région autonome tout simplement rayée de la carte. Donc que s'est-il passé en quelques mots? Donc c'est un conflit bien sûr, sans nul doute un certain nombre d'entre vous le savez, qui a plutôt au début des années 90. Je m'autorise à faire un bond dans le temps et pour parler de ce qui s'est passé en septembre 2020, quand l'Azerbaïdjan décide d'attaquer le Haut-Karabakh et cela donnera lieu à 44 jours de guerre. Et bien sûr, hein, comme ça a été dit, forcément, de nombreux morts, de jeunes gens arméniens, mais aussi, bien sûr, du côté de l'Azerbaïdjan. Et nous ne mettons pas, nous considérons à égale dignité, bien sûr, l'ensemble de ceux qui, pour des raisons tout de même un peu folles, trouvent la mort dans ces situations. Donc, en septembre 2020, l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh. Il y a cette guerre de 44 jours qui s'ensuivra et un accord tripartite est trouvé entre l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh et la Russie vient, on va dire, jouer le garant de cet accord de paix. Et en particulier, ce que fait la Russie, c'est qu'elle garantit le passage des hommes, des femmes, des biens de première nécessité, des médicaments, de tout ce qui est nécessaire entre l'Arménie et le Haut-Karabakh via le fameux couloir de Latchine. Et malheureusement, cette situation va basculer. Et le 19 septembre 2022, le Haut-Karabakh met en œuvre un blocus à l'égard du Haut-Karabakh et, vous l'avez compris, la Russie laisse faire. Et donc, petit à petit, le Haut-Karabakh, avec la complicité, comme vous voulez, la bénédiction, enfin, c'est pas notre vocabulaire, ça, tu vas me dire, de la Russie, petit à petit, va bloquer complètement ce couloir et créer les conditions pour que les Arméniens du Haut-Karabakh, globalement, crèvent de faim. Hein. Et ils ont été dans une situation où ils avaient, par exemple, des tickets de rationnement, où il n'y avait plus de médicaments, il n'était plus possible de vivre dans cette enclave qu'est le Haut-Karabakh. Bien évidemment, ils ont coupé le gaz de l'Arménie vers le Haut-Karabakh. Et à partir d'avril 2023, ils coupent complètement le passage, ce qui fait qu'évidemment, les Arméniens du Haut-Karabakh s'en vont. Ils sont au moins 110 000 et ils s'en vont sur les routes, en particulier pour rejoindre l'Arménie.
Bien évidemment, l'Azerbaïdjan, le 19 septembre 2023, envahit le Haut-Karabakh, puisqu'ils ont réussi à se débarrasser des Arméniens, et font prisonniers, raptent un certain nombre de personnes, autour de 70, qui sont les intellectuels, les artistes, les religieux, les hommes politiques. Bon, c'est quand même assez patriarcal comme société, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, les hommes politiques et les raptes, ça deviendra ensuite les prisonniers de Bakou, dont on aura à reparler, qui sont encore aujourd'hui autour de un peu moins de 15 personnes, dont un certain nombre ont été condamnés à perpétuité. Après un procès qui n'a rien des caractéristiques d'un procès digne de ce nom, au motif de terrorisme, et sans nul doute, ça rappellera ce motif de terrorisme un certain nombre de situations. Il y a donc, si vous voulez, une volonté de priver les habitants arméniens du Haut-Karabakh, une volonté de couper la tête, au sens les dirigeants politiques, artistiques, intellectuels, religieux de cette petite zone du monde. D'emblée, des historiens, des juristes internationaux, spécialistes des questions de génocide, relayés par un certain nombre d'ONG, vont prononcer ce mot de génocide à l'égard des habitants du Haut-Karabakh, c'est-à-dire une volonté délibérée, organisée, d'effacer un peuple, y compris dans ses traces culturelles, religieuses, etc. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, qui occupe le Haut-Karabakh, petit à petit détruit l'ensemble des traces culturelles des Arméniens du Haut-Karabakh, et en particulier les édifices religieux, y compris des cathédrales, des églises. C'est pas forcément notre truc a priori, mais il n'empêche qu'en attendant, elles appartenaient au peuple du Haut-Karabakh et aux Arméniens, et ce depuis des centaines d'années, et tout ça a été rasé tout simplement par l'Azerbaïdjan. Voilà quelle est la situation aujourd'hui du Haut-Karabakh, qui n'est pas, bien sûr, sans fragiliser, vous vous en doutez, la situation de l'Arménie, dont on va parler dans un instant. D'abord, on s'arrête et l'on essaie de regarder quelles sont les règles du droit international qui ont été violées pour en arriver là. Donc, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention de Genève, la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination, la Convention contre la torture, la Convention internationale contre les prises d'otages, et évidemment le droit pénal. Puisque normalement, lorsque l'on se rend coupable de ce type d'acte, eh bien, on doit rendre des comptes devant le droit pénal international. Après tout, Netanyahou, même lui, a dû pas rendre des comptes, mais en tout cas a été condamné. La position de la France en face de ça, elle passe bien sûr, ça a été dit, par sa diplomatie. Donc Nadège a dit un certain nombre de choses. Moi, je dirais, et peut-être le propos est-il léger, voire un peu presque vulgaire, mais la diplomatie de Macron, c'est une diplomatie de faux cul. Bon. Première chose qu'il a faite juste avant de partir et de revenir, donc juste avant de partir en 2022, il a dissous le corps de la diplomatie en France. Et il a dit, après tout, on a des hauts fonctionnaires, on va mélanger tout ça, et puis, ma foi, il y en a certains qui seront diplomates pendant un temps, et puis après, ils feront autre chose. Bon, vous comprenez bien que c'est un élément forcément d'affaiblissement de la diplomatie française, qui était plutôt, malgré tout, considérée comme une grande diplomatie dans le monde. Et quand on passait, parce qu'il n'existe plus le concours pour les droits d'Orient, c'est ça, donc c'était le concours La Voie Royale pour être diplomate, que Macron a dissous bien évidemment aussi, on avait de la culture, on avait une capacité à apprendre une langue, une capacité à penser sa propre position en tant que diplomate dans un pays qui n'est pas le sien, tout en représentant évidemment son propre pays. Pour aller vite, la première conséquence, je pense, de cette affaire-là, outre le fait, c'est ce qu'a dit Mélenchon d'ailleurs tout de suite, que les risques de copinage sont quand même très importants, je passe sur cet écrivain Besson. Alors le gars, il a écrit un super bouquin, dont les choses qu'il a pu écrire, sur Macron.
un truc très positif, hein, vous vous en doutez, et il a été nommé consul à Los Angeles. Bon, donc c'est pas tout à fait la diplomatie au sens strict, mais vous voyez, quand Jean-Luc Demblé a dit attention au copinage, bon, a priori, ça a plutôt bien fonctionné. Donc la première conséquence de tout ça, c'est l'affairisme, hein, qui caractérise quand même les logiques de Macron. Et lorsque je suis allée en Arménie, l'ambassadeur français d'Arménie, qui est un type qui n'est pas tel que je viens de décrire, il n'empêche qu'en attendant, il nous a quand même emmené voir un site de gestion de l'eau par Veolia. Ça veut dire que la France ne se dit pas « Attends, on a inventé un système incroyable, économe, écologique, diplomatique, démocratique, etc., qui est la gestion publique de l'eau. » Non, c'est Veolia. Donc on est bien dans une logique où, au travers de la diplomatie, c'est des marchés à l'étranger qui peuvent effectivement s'ouvrir. Pourtant, c'est pour ça que je dis que c'est la diplomatie des faux culs, on ne peut pas dire qu'en termes d'analyse de la situation relative, en particulier au Haut-Karabakh, on ne soit pas d'accord, d'une certaine manière. Hein. En témoignent des propos qui ont été tenus. Par exemple, il a été question du blocus illégal du couloir de la Chine. Lorsque l'on interroge Catherine Colonna le 5 octobre 2023, qui est la ministre en charge des Affaires étrangères, et qu'on l'interroge sur la notion d'épuration ethnique, elle dit « ça y ressemble, en tout cas, c'est un exode forcé ». Le même type de réponse du côté du Quai d'Orsay au Sénat, une diplomatie française qui parle de crimes qui ne peuvent rester sans réaction, d'exode délibérément organisé. Et finalement, il n'y a pas trop d'écart avec des textes qui ont pu être adoptés au Sénat et adoptés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tout à fait juste ce que je vous dis, mais on y viendra plus tard, quand on parlera de l'accord de Washington. Donc globalement, il y a quand même plutôt une convergence de vision et de condamnation de ce qu'a fait l'Azerbaïdjan en termes de violation des frontières, de violation des droits, de rapter un certain nombre de personnes, etc. Mais c'est passé. Il ne s'est rien passé. Et lorsque nous avons, d'une façon transpartisane, porté une résolution sur la question arménienne, Barrot, qui est ministre, pour notre grand malheur, des Affaires étrangères, à la limite, moi, j'aurais presque préféré qu'ils disent non, on ne le vote pas. Vous voyez, au moins, là, on n'aurait pas été dans quelque chose d'hypocrite. Donc, c'était une résolution qui condamnait clairement la situation et ce qui se passait au Karabakh. Il a dit, vous savez, avis de sagesse. Donc les ministres, on les interroge, on dit t'es pour, t'es contre, la loi, l'amendement, puis il y a un truc qui peuvent sortir de leur chapeau, qui est extraordinaire, qui est l'avis de sagesse. Bon, parce que ça veut dire avis de sagesse. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas dit oui, l'Assemblée nationale doit participer d'une diplomatie et doit adopter cette résolution. Donc vous avez compris, je ne parle pas des solutions, je parle de la vision plutôt partagé, on va dire, en France, sur ce qui s'est passé. On peut sans doute parler d'une forme de génocide. En tout cas, il y a un consensus pour parler de nettoyage ethnique. La difficulté, c'est que ce concept de nettoyage ethnique n'a pas de force juridique en tant que tel dans le droit international. Peut-être un jour, il faudra qu'on travaille ce sujet. En tout cas, un nettoyage ethnique qui fait plutôt consensus, un départ forcé, le fait que l'on coupe un peuple de ses dirigeants et la disparition de toutes les traces culturelles arméniennes. Et au fond, cette situation-là est amenée par le fait qu'il n'y a pas de respect du droit international. Et qu'évidemment, c'est une lapalissade, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise, s'il y avait eu respect du droit international, naturellement, on n'en serait jamais arrivé là. Alors, qu'est-ce qui pèse dans cette situation et qui pèse bien évidemment sur la tête des Arméniens? La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a un piège qu'il faut impérativement éviter quand on parle de l'Arménie, plaquer sur eux un conflit religieux et dire « ouais, l'Arménie, c'est les gentils chrétiens qui sont au milieu d'une enclave, qui sont dans une enclave de méchants musulmans ». C'est vrai. Ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas de cette manière-là que, d'ailleurs, les Arméniens eux-mêmes, de France ou d'ailleurs, vivent cette situation. Ça, c'est la vision que la droite et l'extrême droite, Le Pen et tout ça, cherchent à plaquer sur eux. C'est de cette façon-là, d'ailleurs, que dans le groupe d'amitié, parce qu'il y a des Front Nat, des RN, c'est de cette façon-là, évidemment, qu'ils s'expriment. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que
Si on rentre là-dedans, c'est foutu, il n'y a plus de solution. Vous voyez bien ce que je veux dire. Si on fait de ce conflit un conflit religieux, il n'y a plus de solution. Bien évidemment, c'est le poids du capitalisme. On va retrouver la France marchande de canons. Alors moi, je n'ai pas les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'un des actes majeurs de la France à l'égard de l'Arménie, c'est vendre des armes, ce qui n'a strictement aucun sens. Je suis allée à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, casque lourd, machin, signature de décharge, enfin bref. Vous imaginez bien dans quelles conditions l'Azerbaïdjan utilise à toutes les positions hautes et l'armée arménienne est complètement dépourvue. Donc même si nous, on était d'une certaine façon militariste, même si nous, on imaginait que c'est comme ça qu'on résout les conflits, de toute façon, ça ne marchera pas parce que le déséquilibre, il est en vrai absolument inimaginable. Bon, il n'empêche que la France, marchande de canons, vend des armes à l'Arménie qui, de surcroît, a sans doute bien autre chose à faire avec l'argent qu'elle a. Et comme vous êtes dans un petit pays, 3 millions d'habitants, une diaspora de 10 millions d'habitants, vous voyez bien, assez enclavé, quoi, disons, ils ont forcément une difficulté à résister au capitalisme et à ses logiques. Des relations géopolitiques qui sont au service, évidemment, de ce capitalisme, dont la logique est d'isoler l'Arménie et de l'Iran et de la Russie, ce qui, bien sûr, est inenvisageable pour l'Arménie, dépend intégralement, aujourd'hui, de la Russie. Intégralement. Tout ce qui est vendu dans les boutiques en Arménie vient de Russie. Ce qui leur permet d'avoir de l'énergie, à savoir le gaz russe, leur est vendu à des prix moindres, si vous voulez. Donc couper, et on va voir d'autres aspects, mais y compris sur un plan économique, sur le plan plutôt même de la vie des Arméniens, les couper de la Russie n'a de toute façon absolument aucun sens parce qu'ils ne le peuvent pas. Bien sûr, on est confronté, comme partout dans le monde, à Donald Trump et à l'influence américaine. Et c'est ce qui s'est appelé de l'accord de Washington. Le problème de Trump, il est relativement simple. Il est 1, comment j'ai une influence par là? 2, comment je fais pour m'arranger avec l'Azerbaïdjan pour pouvoir avoir son gaz et me passer du gaz russe? Ça aussi, c'est évidemment un élément qui est central dans ce secteur du monde. C'est la raison pour laquelle arrive l'accord de Washington, on est au mois d'août de l'année dernière, et Trump, comme d'habitude, dit « Regardez à quel point je suis formidable, j'ai réussi à créer la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan », ce qui est totalement faux. C'est totalement faux, d'ailleurs, du point de vue du document lui-même, qui est une espèce de propédeutique, une espèce de premier jet de ce que pourrait être la paix, et certainement pas une signature de la paix en tant que telle. Mais bon, on le connaît, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il cherche, c'est à avoir de l'influence dans cette zone du Caucase, bien évidemment, tout. Mais surtout, le plus important qu'a fait Trump, et ce qui est l'impact le plus majeur pour l'Arménie, c'est qu'en fait, l'Arménie, contrainte, a cédé ou partagé, je ne sais pas comment dire, sa souveraineté dans un couloir qui coupe le sud de l'Arménie, qui permet à l'Azerbaïdjan de se relier à d'autres régions qui sont les siennes, et surtout qui va installer un gazoduc, donc par une entreprise américaine. C'est l'entreprise américaine qui va faire la route, peut-être le train, et ce fameux gazoduc pour créer les conditions pour que le gaz de l'Azerbaïdjan puisse effectivement circuler. Donc là, on voit bien à quel point le capitalisme et les intérêts américains peuvent se mêler, et se nourrir l'un l'autre. Et donc, du coup, vous avez une Arménie, pouf, qui se retrouve partagée du côté de son sud et qui, de fait, coupe de l'Iran, alors que l'Arménie tient à cette relation avec l'Iran. Et il y a une petite cerise sur le gâteau, pour revenir à la question du Haut-Karabakh, c'est que Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, c'est lui qui tient la main de l'accord avec Trump, a exigé de l'Arménie qu'elle retire de sa constitution le lien avec le Haut-Karabakh. Un lien, comment dire, presque charnel, quoi. Vous voyez bien, vous avez compris ce que je voulais vous dire à propos du Haut-Karabakh. Et bien sûr, Trump est bien sûr d'accord avec ça. Trump, il s'en tape. Trump, ce qu'il veut, c'est une influence dans le coin et avoir effectivement la possibilité de se passer du gaz russe au profit du gaz d'Aliyev.
Toute cette instabilité, vous en doutez, suscite des vives tensions en Arménie. Donc il y a toute la difficulté de l'Arménie, qui est un pays qui du jour au lendemain peut être envahi, qui du jour au lendemain peut disparaître de la carte, mais ça crée forcément un certain nombre de tensions en son peuple. Moi, je ne vous dirai rien de plus que cela, mais en Arménie, aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, qui ont un peu d'ailleurs le même genre que ceux qui ont été chopés par l'Azerbaïdjan à la sortie du couloir de Latchine. Bon, pour autant, Pachinian a gagné les élections législatives, c'est un peu juste, mais malgré tout, il va falloir qu'ils construisent des relations pour pouvoir construire une coalition. Il va falloir de toute façon qu'ils construisent une coalition, mais à 42%, c'est quand même de toute façon lui qui a la main avec toute cette difficulté et cette contradiction dans laquelle il est. La contradiction la plus majeure, la difficulté la plus majeure dans laquelle se retrouve l'Arménie, vous avez entendu ces relations qui ne sont pas que privilégiées, mais qui sont très concrètes avec la Russie, et une tentation alimentée par les États-Unis, alimentée par les Français, alimentée par qui vous voulez, pour qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Outre le fait que ça n'existe pas, que c'est un mirage, il n'y a pas de frontières communes avec des pays de l'Union européenne, il est bien évident qu'il y a un risque, si l'Arménie allait de ce côté-là, il y a un risque d'ukrainisation de l'Arménie, dans la mesure où les Russes, ils ne vont pas forcément voir d'un très bon œil que l'Arménie, de fait, c'est obligatoire, c'est dans le traité de Lisbonne, rentre dans l'accord militaire européen. Et donc, en vérité, cette affaire-là ne fait que mettre en danger l'Arménie. Voilà où nous en sommes. Donc, dans une situation, vous l'avez compris, qui est complexe et particulièrement dangereuse. Quelles seraient, nous, nos réponses dans cette affaire-là? Parce que l'année prochaine, il y a la présidentielle. Et bien sûr qu'on va parler de relations internationales. Alors peut-être qu'au passage, on parlera aussi de l'Arménie. Mais les solutions pour l'Arménie valent, c'est ce qu'expliquait Nadège fort brillamment et justement, valent pour tout le monde. Il n'y a pas de poids, de mesure, en particulier. Et donc, c'est redonner effectivement de la force à l'ONU. Bon, on n'est pas complètement idiot et on sait bien qu'il y a des verrous à faire sauter. En particulier, le Conseil de sécurité et le droit de veto. Mais bon, comme tu l'as dit, ça reste l'endroit où, a priori, tout le monde peut être et tout le monde peut effectivement discuter. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas une institution, une instance plutôt internationale forte, il n'y a pas de respect du droit. Et c'est que, strictement, la loi du plus fort qui, bien sûr, s'impose. Et de ce point de vue-là, la France pourra, moi j'espère, solliciter qui de droit pour que les prisonniers dits de Bakou puissent effectivement retrouver la liberté, qu'avec l'UNESCO, il y a une mise en œuvre de la protection des biens culturels qui participent de la disparition et de l'effacement des Arméniens du Haut-Karabakh. Et oui, aussi, sans aucun doute, en tout cas à cette étape, garantir le droit au retour pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Sans doute, au moins dans un premier temps, penser une force d'interposition. Il n'y a pas de force d'interposition. Aujourd'hui, il y a une mission internationale qui est pilotée par l'Union européenne, qui normalement n'a pas de caractère militaire, même si les Français dans ce truc-là sont des gendarmes, et c'est eux qui nous ont emmenés à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais c'est une mission d'observation, vous voyez, c'est formidable. Vous avez un truc là absolument incroyable, une lunette qui est tellement lourde, tellement énorme, qu'on vous la pose sur l'épaule. C'est de cette manière-là que j'ai pu mesurer, je crois, la différence de position entre et l'armée de l'Azerbaïdjan. Bon, mais enfin, voilà, vous comprenez bien que ça ne protège rien ni personne. Forcément, c'est une mission d'observation, alors qu'il nous semble que c'est bien à une force d'interposition qu'il faudrait penser. Plus fondamentalement encore, nous raisonnons beaucoup en termes de conférence des frontières, avec un respect des peuples des États, un respect bien évidemment des peuples à s'autodéterminer, et nous considérons qu'il pourrait y avoir dans la zone Caucase Sud une conférence des frontières pour pouvoir un peu regarder comment nous pouvons avancer de ce point de vue-là. Voilà rapidement, me semble-t-il, la question du respect et surtout du non-respect du droit international vient
se nicher là très fortement dans la question arménienne. Alors qu'est-ce que je fais dans ce groupe d'amitié, puisqu'on a dit que c'était un compte-rendu de mandat? Alors d'abord, je me suis pas mal plainte, y compris auprès de la vice-présidente en charge des relations internationales. Et j'allais voir Nadège et je disais, j'en ai marre, ne fais rien, Wauquiez n'y comprend rien. C'est le groupe d'amitié France-Arménie. Le groupe d'amitié France-Arménie, pour notre plus grand malheur aujourd'hui, il est présidé par Wauquiez. Bon, Wauquiez qui ne sert à rien, qui ne comprend rien, qui veut emmener des entreprises pour faire je sais pas quoi, des spectacles, machin, que sais-je encore. Et elle m'a dit, de toute façon, t'as qu'à te débrouiller. Et puis, tant pis pour Wauquiez. Donc, je me suis débrouillée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons... J'ai pas dit ça comme ça. Non, c'est moi qui parle, ça n'est pas toi, bien sûr. Tu es vice-présidente, tu fais des trucs en tant que vice-présidente. Voilà, toute seule comme une grande et tu t'en fous Wauquiez. Oh, ça voulait dire un peu ça. Donc, je me suis débrouillée. Et nous avons porté une résolution qui est au fond de la salle pour faire justement respecter le droit à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh, condamner leur nettoyage ethnique et exiger une politique de fermeté vis-à-vis de l'Azerbaïdjan que nous avons posée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons organiser un colloque le 19 septembre, parce que vous savez, c'est une date bien sûr qui est clé, puisque c'est le moment où l'Azerbaïdjan envahit complètement le Haut-Karabakh et fait disparaître en tout cas les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc nous allons faire un colloque à ce sujet à l'Assemblée, en lien bien sûr avec le représentant du Haut-Karabakh en France. Et nous travaillons d'arrache-pied, pour l'instant on n'y arrive pas. À quoi, pardon donc les Arméniens du Haut-Karabakh, tendanciellement, vont plutôt en Arménie. Mais c'est difficile pour l'Arménie. 3 millions d'habitants, plus de 100 000 personnes. Je pense que vous comprenez que ce n'est pas simple. Plus là, les tensions politiques qui sont quand même assez importantes. Donc, du coup, il y a un certain nombre d'Arméniens du Haut-Karabakh qui préfèrent partir et, par exemple, venir en France. Mais ils ne sont pas considérés comme apatrides. Ils sont considérés comme arméniens. Donc là, la bagarre un peu immédiate, menée d'abord avec Barrot, mais bon, Barrot, c'est un peu comme Wauquiez, il ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur sert davantage, mais on verra. Donc là, on a changé de cible. On va aller voir Nunez pour obtenir pour les Arméniens du Haut-Karabakh qui veulent en tout cas venir en France le statut d'asile ou en tout cas un statut de protection qui leur permette de s'installer peut-être juste le temps qu'il faut en France parmi nous. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Merci beaucoup.